Bonjour à tous. Nous ouvrons aujourd'hui une conversation avec Felwine Sarr, qui aurait dû trouver sa place dans le programme physique et normal de Cité Philo le samedi 21 novembre à 14h30. Et vraiment, nous remercions Felwine Sarr, mais je remercie aussi Yann Mouton qui participe à cet exercice d'adresser des questions à Felwine Sarr. Je les remercie d'avoir accepté les conditions un peu nouvelles de cette conversation. Donc, Felwine Sarr est écrivain, il est auteur, compositeur, interprète, il est agrégé d'économie, il a longtemps enseigné à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, et il enseigne à la Duke University à Durham, en Caroline du Nord, où il s'est installé pour l'ouverture du semestre précédent de façon plus définitive qu'auparavant. Et nous avions décidé de l'inviter à Cité Philo pour nous pencher ensemble sur un ouvrage qu'il a publié et qui nous semble marquer la manière propre dont il entreprend de penser la façon dont l'Afrique doit reprendre sa position dans le monde à partir d'elle-même. Alors, il est lié et organisateur avec d'autres des ateliers de la pensée de Dakar et de Saint-Louis, où une trentaine d'intellectuels de l'Afrique et de la diaspora réfléchissent les transformations du monde, mais il développe son œuvre propre, et Afrotopia, donc le livre sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, nous semble être une borne importante, voire centrale de ce travail propre. Donc, nous allons, Felwine, vous adresser quelques questions. Je prendrai pour ma part l'expression de deux d'entre elles. Yann Mouton, qui connaît bien votre travail et qui a par ailleurs engagé de longue date à Rouen toute une série d'expériences qui le rendent très très proche de l'énergie propre et des initiatives propres du monde des travailleurs africains en France, vous en adressera deux. Elles ont été pensées entre nous. Je peux peut-être les décliner juste très rapidement du point de vue de leur énoncé le plus général, pour que vous voyez comment nous allons procéder. Je prendrai en charge une première question qui porte sur le statut même de votre livre, que nous regardons comme un statut de manifeste. Ensuite, Yann Mouton abordera la question des propositions d'ordre épistémologique qui sont internes à votre démarche dans Afrotopia et ailleurs. Je reprendrai la parole pour venir plus spécialement sur ce que vous appelez dans un chapitre très important du livre la question de l'économie, et à l'intérieur de la question de l'économie, la façon dont vous développez la thèse d'une économie relationnelle, et non pas d'une seule économie pensée comme économie matérielle. Et dans un quatrième temps, Yann Mouton reviendra sur les effets que votre proposition du manifeste a quant à redessiner les contours du politique. C'est une citation qui vient de votre livre. Voilà. Donc, je commence avec cette première question. Votre livre se présente comme et est un manifeste. Alors, avec deux corollaires. Le premier, c'est la possibilité pour le manifeste, et parce que c'est un manifeste, d'excéder en positivité, en dimension constructive, la seule dimension de déconstruction critique qui est propre aux études postcoloniales et décoloniales. Et ça nous intéresse beaucoup parce que ça nous semble donner une place singulière à votre livre dans ce champ général des études postcoloniales. Le deuxième corollaire, c'est un choix de méthode. Vous vous inscrivez dans le présent d'un continent, en le regardant tel qu'il est. Ce que vous désignez dans le livre par ce terme qui correspond à un développement du livre d'afro-contemporanéité.
Il s'agit donc de la pensée du présent et de la pensée du continent, et non pas d'un seul pays. Et j'ajouterais, de façon à ce que le lecteur qui voit le titre Afrotopia ne soit pas dans une illusion, la référence à l'utopie dans le titre du livre ne doit pas être mal interprétée. Je vous cite, Afrotopos, lieu autre de l'Afrique dont il faut hâter le temps. Fonder une utopie, ce n'est point se laisser aller à une douce rêverie, mais penser des espaces du réel, à faire advenir pour la pensée et l'action, c'est en repérer les signes et les germes dans le temps présent. L'Afrotopia est une utopie active qui débusque dans le réel les vastes espaces du possible. Voilà, ça c'est la première question que nous vous dirigeons. Je te remercie, Jacques, et j'aimerais d'abord dire le plaisir que j'ai donc d'engager cette conversation avec Yann et toi, et de l'engager autour de Afrotopia. J'adhère assez à l'idée du manifesto, et j'adhère assez à l'idée d'un travail qui a pour ambition, bien évidemment, de lire le réel, mais surtout d'ouvrir des horizons et des perspectives. J'avais le sentiment, en fait, que le discours dominant sur l'Afrique était pris au piège de plusieurs écueils. L'un des écueils, c'était l'écueil, je dirais, développementiste. Le continent était inscrit dans une téléologie du rattrapage. Il était en retard, il devait rattraper ou bien suivre la marche indiquée par le modèle sociétal, pour le résumer, je dirais assez vite, euro-américain, et il n'était vu qu'à travers ses déficits supposés, ses handicaps et ses manques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis à relever, il en a, et d'importants défis. Mais donc il y avait cette sorte de, je dirais, piège téléologique, voilà, et il devait se mettre en marche, donc l'horizon était indiqué. Le deuxième piège que je voyais, c'est celui de l'aveuglement à ses propres dynamiques. C'est-à-dire que même quand on lui prédisait des lendemains qui chantent, on passait son temps à délocaliser sa présence dans un temps à venir. C'est-à-dire, il était toujours accolé à des termes liés au déficit, au handicap ou au manque, ou à des termes d'intensification. Et donc, ça voulait dire que sa présence, je veux dire, au temps présent, sa contemporanéité n'était pas assez valable, n'était pas importante, et que son devenir, ou bien son futur, ou son destin était toujours délocalisé. Donc le continent, j'avais le sentiment qu'on ne le regardait pas tel qu'il était, tel qu'il se disait, parce qu'il se dit, à travers plusieurs dynamiques, il se dit dans ses formes d'expression artistique, ça on le sait, mais il se dit dans la manière dont ces villes se construisent, dans la manière dont les gens habitent ces rues, dans ses formes économiques, dans plusieurs lieux, il se dit, et j'avais le sentiment que cette afro-contemporanéité, on ne la voyait pas, et qu'on ne voyait dans son réel que les espaces de manque au regard de ce qu'il aurait dû devenir. Voilà, voici ce qu'il doit devenir. Et j'avais l'impression qu'on passait notre temps à traquer dans son réel là où il n'était pas, ce qu'il devait devenir, et ce qu'il était réellement. C'est-à-dire où est-ce qu'il en était à ce moment de son histoire, le lire à travers, je dirais, ses catégories propres. Donc, me semblait quelque chose de très, de très en manque. Et donc, du coup, il y a une partie, bien évidemment, qui est une partie qui est déconstruite des mythèmes, la modernité, le développement à l'occidental, un certain nombre de concepts et de catégories, à travers lesquels j'avais l'impression que le réel africain débordait ces catégories-là. Donc il y a cette partie-là, mais j'aurais tendance à dire que c'est une sorte de préparation, c'est une sorte de déblayage de terrain. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas fondamentalement de faire la critique de l'épistémie occidentale, mais c'est d'indiquer, c'est de dire qu'en fait, dans le réel qui existe, il y a des espaces du possible, il y a des formes qui s'inventent, il y a des formes inachevées, il y a des lignes de fuite, il y a une Afrique en gestation qui est là, et il y a un lieu autre, donc le topos, l'afro-topos. Donc d'où l'emprunt à l'utopie. Et comme tu l'as bien précisé, le concept utopie est victime d'une sorte de, je veux dire, une sorte de relégation à un espace naïf, de rêverie, alors que c'est un concept qui est extrêmement puissant, c'est un concept actif. Je veux dire, rien ne se fait de fondamental, si ce n'est
Elle a quelque chose d'imaginer, de penser, de rêver. Et ensuite, une mise en mouvement. C'est ce que Miguel Abensour appelle une conversion utopique. On pense des espaces du réel, on les imagine. Ensuite, on change ses attitudes et son comportement, on agit pour les faire advenir dans la réalité. Et c'est cette advenue dans la réalité qui m'intéresse, des immenses potentialités du continent. Donc, effectivement, aller au-delà juste de la description ou de la critique déconstructionniste, mais indiquer des chemins et dire en économie, en culture, dans les rapports entre les ordres écologiques, économiques et culturels, dans l'espace du politique, il y a des vastes potentialités qui existent et il faut les féconder par de l'action, quoi. Et elles sont là, il faut déjà les voir et les reconnaître. Oui, ce qui m'a aussi d'emblée frappé, intéressé, c'est que le livre Afrotopia est animé profondément par des propositions d'ordre strictement épistémologique, c'est-à-dire portant sur les outils, les méthodes de la pensée. Souvent, à plusieurs reprises, en faisant référence aux travaux de Michel Foucault, vous tenez à rappeler, d'une part, la multiplicité et la diversité des épistémés, c'est-à-dire des outils, des systèmes de pensée et de savoir. Et alors, c'est sur ce premier point que, à mon sens, vous fondez votre projet d'émanciper les pensées d'une épistémée dominante qui tend à contraindre l'Afrique à se penser elle-même à partir des catégories imposées par ce que vous appelez les temps modernes occidentaux, c'est-à-dire des catégories de type progrès, raison, croissance, ordre, etc., développement, ce que vous avez cité tout de suite. Et dans votre... Alors, ça m'a aussi beaucoup intéressé, le fait que dans votre contribution au volume Écrire l'Afrique monde, publié dans le cadre des ateliers de la pensée, vous développez et vous approfondissez encore ce projet épistémologique en proposant, si vous êtes d'accord, d'interroger la notion de rationalité elle-même. Comme dans Afrotopia, vous mobilisez pour cela des travaux comme ceux de Bonaventure Mveondo, qui soutient l'hypothèse d'une épistémée ontomythologique. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce champ que vous ouvrez concernant non seulement ce que vous, comme vous le dites, la critique des épistémées dominantes, mais l'ouverture d'autres épistémées possibles dans le cadre de la multiplicité proposée par Foucault, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de renoncer au sens, à la vérité ou à la connaissance, mais de distinguer et peut-être même d'opposer une rationalité de la causalité entre les objets, très vite technique ou techniciste, d'une part, une rationalité de la causalité entre les objets et une rationalité de la relation entre les sujets. Et alors, il s'agirait, bon, c'est une formule qui n'est pas seulement rhétorique, mais il s'agirait de substituer à la relation de causalité mécanique entre les objets la causalité, c'est-à-dire l'efficacité d'une relation entre les sujets. Est-ce que vous seriez d'accord pour cette lecture? En fait, ce que j'aimerais dire au début, c'est que l'on s'en rend pas compte, mais il faut quand même se rendre compte que il y a un impérialisme épistémologique de l'Occident depuis 5 siècles. Et l'Occident a dominé le monde depuis 5 siècles, on le sait. Et l'une des expressions de cette domination, c'est l'Occident a pensé le monde et a amené le monde à se penser à travers ces catégories. Et c'est un fait. Et rappelez juste que cet impérialisme épistémologique, il est lié aussi à une violence épistémique qui a eu cours durant le fait colonial. Et cette violence épistémique a eu cours en Afrique, en Inde, dans plusieurs lieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
l'idée, c'est pas de remettre en cause une raison scientifique ou technique et un certain nombre de progrès scientifiques qui ont été faits au bénéfice de l'humanité tout entière. L'idée, c'est d'indiquer en quoi c'est des formes de savoir qui ont des espaces de validité, mais on ne peut pas résumer les archives du savoir, les modes de savoir à cette forme de savoir-là. Cette forme de savoir s'est voulue hégémonique. La science rationnelle a prétendu détenir le monopole de la lecture du réel et la capacité d'agir sur le réel, ce qui n'est pas vrai du tout. Et dans un moment où le monde fait face à plusieurs défis, des défis écologiques, des défis épistémologiques, des défis sociétaux importants, se fonder sur la pluralité des archives cognitives de l'humanité, sur la pluralité des modes de savoir, et j'aime bien cette idée d'une causalité relationnelle entre les sujets, donc sortir de la causalité étriquée, je veux dire, de la logique rationnelle qui a bien sûr des espaces de validité qu'il faut lui reconnaître absolument, mais qui est limitante, et de ce point de vue qui est limitée, me semble être l'un des champs qui est important de notre époque, parce que j'ai le sentiment qu'en fait, les révolutions politiques, culturelles, sociétales sont fondamentales, mais elles n'iront au bout que si elles sont accompagnées de révolutions épistémologiques, et que le lieu du savoir, c'est le lieu qui fonde la société, c'est l'armature dogmatique de la société. Un savoir vous révèle un monde, un type de savoir vous révèle un monde, et en même temps qu'il vous révèle un monde, il vous en obscurcit d'autres. Il vous révèle un monde, il affecte votre regard sur la réalité, il affecte votre subjectivité, il affecte vos comportements. Et fondamentalement, lorsqu'on a envie de défaire un certain nombre de processus ou de procédés, et qu'on veut que la pluralité des mondes dans le monde émerge, que la pluralité des possibilités émerge, l'espace du travail épistémologique me semble absolument fondamental. Si je prends le cas des humanités africaines, il y a énormément de ressources qui sont absolument, je dirais, intéressantes, importantes à réinvestir, mais que nous ignorons, puisque nous ne les avons pas intégrées dans le champ du savoir ou dans le champ de ce qui est considéré comme étant un savoir, ou nous leur appliquons des critères qui ne leur conviennent pas. C'est la question de la commensurabilité. Nous les jugeons avec les critères de la théorie scientifique, et lorsqu'ils ne satisfont pas à ces critères-là, nous les congédions, sans nous dire que ces modalités de connaissance ont leur propre logique interne, et que peut-être il faut essayer de comprendre comment ces connaissances opèrent, et essayer de les mettre dans une écologie, essayer de voir est-ce qu'elles peuvent se nourrir les unes les autres, se compléter, ouvrir d'autres champs qui n'existaient pas. Mais il y a une sorte toujours d'impérialisme et de violence épistémique qui fait que ce qui ne rentre pas dans le canon classique est ignoré, minoré ou relégué dans les espaces du magique, du pararationnel. Et d'ailleurs, la science est devenue tellement hégémonique que lorsque vous produisez un discours, on vous demande, mais est-ce que c'est scientifiquement établi? Donc, le critère de vérité, c'est que votre discours soit scientifiquement établi. S'il ne l'est pas, ben, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Alors que la science est une modalité d'interrogation et de la connaissance du réel. Voilà, au XVIIIe siècle, la physique a interrogé le réel lui a répondu, et la physique a formulé des lois, et qu'elle continue à enrichir, etc. etc. Mais des modes d'apport, de rapport au réel, d'interrogation du réel qui font advenir les sujets et qui prennent d'autres chemins, qui des fois sont holistiques, etc., existent et ont montré leur validité, parce que je veux dire, les peuples ont vécu, ont fondé des savoir-être, des savoir-faire, ont répondu à leurs défis durant des siècles et des siècles, avant l'émergence de cette science dite... parce que même le terme occidental n'est peut-être pas exact. On dira la science moderne. Voilà. C'est peut-être beaucoup plus exact que de dire science occidentale, parce qu'elle a été à la confluence de plusieurs apports, de plusieurs histoires, de plusieurs révolutions scientifiques. En fait, c'est plus un souci d'élargissement à des épistémologies non occidentales. Je veux dire, il y a des épistémologies amérindiennes, il y a des visions du monde, des visions cosmologiques qui sont totalement intéressantes à envisager et qui peuvent nous aider à répondre aux défis écologiques. Dans le rapport humain, animal, végétal, il y a une vision évolutionniste de la science moderne. D'autres épistémologies ont des visions inverses. Nous serions tous des humains au départ. Ensuite, nous serions incarnés en animaux et en végétaux. Donc, la prééminence de l'humanité sur l'animalité, elle est remise en cause par des visions du monde différentes. Et du coup, ça induit des rapports aux vivants qui ne sont pas les mêmes. Et tous ces savoirs-là sont absolument, je dis, utiles, puisque, je veux dire, ces communautés ont pu vivre en accord, en harmonie avec leur environnement durant de
durant de longs siècles, des fois même des millénaires. Et c'est en fait ça la vraie question, c'est être en mesure, malgré le fait d'appartenir à une épistémologie qui a démontré sa puissance opératoire, qui a démontré sa capacité à maîtriser le réel, peut-être un peu trop, peut-être même à dominer un peu trop le réel, parce que le dominant, le dévastant aussi, et obérant les capacités de la reproduction, je veux dire, de la vie dans ces conditions biologiques. Mais comment être en mesure d'appartenir à cette épistémologie-là et d'être en mesure en même temps de penser et dans cette épistémologie et en dehors de cette épistémologie, et de considérer que cette épistémologie est une partie, et que c'est pas parce qu'à travers sa fenêtre, on peut entrevoir le tout qu'elle est le tout. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire, et lorsqu'on dit ça, à mon avis, il est très important de ne pas le présenter comme une opposition à l'épistémologie occidentale, mais le présenter comme un élargissement des champs du savoir. De comprendre qu'en fait, que la question, c'est ça fondamentalement, c'est d'être en mesure de nous fonder sur ce que nous savons réellement. Nous nous fondons sur une portion congrue de ce que nous savons. Et nous avons trop demandé à cette archive-là, et cette archive, elle est épuisée, elle est fatiguée des fois. Nous lui avons demandé énormément de choses ces 5 derniers siècles, la démocratie, le progrès, la modernité, etc., etc. À mon avis, elle croule un peu sous le poids des demandes, et puis elle serait même heureuse, je veux dire, qu'on aille se fonder sur d'autres archives et qu'on enrichisse le champ du connu. Et ce connu-là est là, en fait, il existe, il est là, sauf que, voilà, il est tapis dans l'espace des sociétés, il est tapis dans les pratiques, il est tapis dans les corps, il y a des savoirs qui sont incarnés dans les corps, dans des formes rituelles, dans plein d'espaces, et c'est des lieux que nous n'explorons pas comme des lieux du savoir, tout simplement. Et c'est comme si vous avez énormément de ressources et vous les ignorez, et que vous n'êtes pas en mesure de savoir tout ce que vous savez. En fait, voilà, tout ce que vous savez, vous ne le savez pas, en fait, puisque vous ignorez un certain nombre de ressources qui sont les vôtres. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, du coup, ce travail, je l'ai entamé à Nantes il y a quelques années, sur les humanités à partir de l'Afrique. Et je le continue aujourd'hui à Duc, dans un projet que j'appelle l'écologie des savoirs, où j'essaie d'explorer sur des questions, voilà, et d'autres, des formes de connaissances différentes, et de voir fondamentalement comment on les approche. Est-ce qu'on doit toujours les traduire en texte? Est-ce qu'on doit leur appliquer une rationalité logique? Est-ce que ces formes de savoir-là impliquent des chemins de la connaissance différents? Et surtout, l'idée que les cultures, elles configurent du pensable. Et qu'il y a une pluralité de traditions de pensée. Toutes les cultures ont interrogé l'existence, se sont posé des questions existentielles et ont tenté d'apporter des réponses aux défis et aux questions que l'existence leur opposait. Et l'idée, c'est de se rendre compte qu'en fait, dans certaines formes de pratiques discursives, il y a une moralité du pensable qui est configurée. Il y a certaines choses que l'on peut penser dans cette configuration-là. D'autres configurations du pensable nous autorisent à penser autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, de déborder les configurations du pensable de sa propre épistémée. Et de se rendre compte qu'en fait, à l'intérieur de sa propre épistémée, certaines notions sont pensables, d'autres ne le sont pas. Je veux dire, la philosophie occidentale a beaucoup pensé la question de l'être, l'ontologie. Voilà, l'être, le non-être, l'être, le néant, je veux dire, depuis les présocratiques jusqu'à Heidegger, Sartre, etc., etc. Il y a des cosmologies et des cultures, donc les cultures asiatiques, par exemple, et les cultures africaines ne sont pas trop intéressées par l'ontologie, par l'être. Elles sont plutôt intéressées par ce qui est vivable et durable. Ce qui est, on constate. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ça vit, comment est-ce que ça dure? Et le pensable qu'elle configure n'est pas un pensable fondamentalement ontologique. La question de l'être, elle n'est pas essentielle, quoi. Elle n'est pas essentielle. Je veux dire, elle n'occupe pas la place qu'elle a occupée. La question de la vérité aussi, ce n'est pas la même. La vérité comme adéquation de la chose à l'esprit, c'est la question de l'intelligible, de comment ça opère. Et est vrai ce qui est intelligible. n'est pas vrai ce qui est adéquat. Et le faux ne s'oppose pas au vrai. Et lorsqu'on explore plusieurs traditions, les aborigènes, les cultures africaines, des traditions asiatiques, certaines amazoniennes en Amérique latine, mais on se rend compte de la richesse des cosmologies, des regards du monde, des rapports aux choses, et que le monde se révèle dans une pluralité, mais totalement insoupçonnée. Et on se dit, mais comment se fait-il que toute cette richesse-là
soit dormante pour la majorité, puisqu'elle ne rentre pas dans un espace de transmission, puisqu'elle ne rentre pas dans des catégories, puisque nous ne nous fondons pas là-dessus. Et au moment où nous avons des défis incroyables à relever et que nous ne savons plus peut-être où donner de la tête, à mon avis, il est peut-être grand temps d'ouvrir notre regard à ce champ vaste des épistémologies. Et c'est pour ça que pour moi, les questions des révolutions sociétales ou des changements sociétaux sont importants, mais il me semble qu'un lieu qui est un lieu fondateur, qui est un lieu primordial, là où il faut faire un travail, me semble être le lieu des épistémologies. Et j'ai le sentiment que, fondamentalement, que c'est là-bas qu'il y a une force déterminante importante qu'il faut aller lever et que c'est dans ce lieu-là qu'il faut opérer un certain nombre de changements et de révolutions du regard. Je voudrais glisser là une petite lecture d'un passage de votre livre qui sans doute apparaîtra comme faisant écho à ce que vous venez de développer. Donc c'est à la page 45. Pour mener à bien ces chantiers, 2 ressources sont fondamentales, l'autonomie et le temps propre. La première permet d'opérer ses choix, prendre le temps de trier, d'expérimenter, de cueillir soigneusement des fleurs provenant de différents jardins, d'en humer les flagrances et de construire sereinement son bouquet par son art de l'arrangement floral. La seconde est le refus de la cadence imposée de l'extérieur par l'établissement d'un temps propre qui permet de mener à terme ces expérimentations. C'est le temps de la forge, celui nécessaire à la combustion et à la formation des alliages de métaux. Aussi, il faut refuser la course, il n'y a personne à rattraper, sinon à être au meilleur de soi-même. Bon, cette métaphore du bouquet composite qui vient de différents jardins, je pense, est bien dans la perspective de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la richesse dormante de ces visions du monde et de ces pensées que l'on ne sait pas convoquer. Tu veux peut-être, Yann, réagir à la réponse de Felwine ? Voilà, mais juste un mot, pour pas prendre trop de temps, mais 2 choses. D'une part, j'ai vraiment le sentiment de partager profondément ce que vous dites sur cet élargissement qui n'est pas évidemment exclusion, mais élargissement des champs et des modalités de savoir. Ça, je pense que c'est profondément vrai et que c'est un défi qu'on partage en réalité, je pense. Donc à une échelle très très large, une portée très très importante. Ici, par exemple, j'ai le sentiment que nous souffrons de formes de régression dans un rétrécissement des modalités de savoir, avec des paradigmes qui sont technicistes en réalité et qui vraiment nous empêchent en réalité d'ouvrir des possibles. Ça, c'est le premier point. Donc, vraiment, je crois que c'est un défi qui est d'aujourd'hui, enfin, que vous avez soulevé là, enfin, que vous formulez là et qu'on partage. Et le deuxième point, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est aussi l'idée que l'ouverture des modalités de savoir, c'est en réalité une ouverture du réel aussi, en fait. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là aussi qu'on réalise, dans tous les sens du verbe, quoi, on réalise à quel point le réel est bien plus riche encore qu'on pouvait l'imaginer, en fait. Et, voilà, et qu'il n'est pas réductible à ses usages ou à l'usage qu'on en fait actuellement. Voilà, c'est juste ces 2 petites remarques. Mais je trouve que c'est une orientation de pensée qui est très importante pour nous, très précieuse pour nous. Alors, j'en viens à un 3e temps. Bon, bien évidemment, ceux qui nous écoutent comprendront qu'on est absolument contraint par la technologie de notre rencontre là. Donc là, il y a un rétrécissement qui est subi. Mais bon, donc ce cadrage, en tout cas, vaut pour le moment, c'est-à-dire jusqu'à ce que Felwine Sarr, vous repreniez le chemin de l'île en chair et en os ou en vrai, comme disent des enfants, de façon à
à ce qu'on se rencontre avec plus de temps et que vous rencontriez des auditeurs qui soient des vrais auditeurs, non pas invisibles et cachés comme ils le sont maintenant. Donc, ce troisième temps, c'est la question de l'économie, comme vous la nommez. Dans un chapitre très, il est central au sens physique de l'objet libre, mais il est central aussi parce que il prend beaucoup de place, une espèce de position d'articulation. L'homo africanus n'étant pas un homo economicus au sens strict, dites-vous. L'économie étant un processus culturel, dites-vous encore, et les économies africaines devant être pensées dans leur substrat culturel, et parce qu'il convient, je vous cite toujours, d'interroger l'articulation de ces deux ordres que sont la culture et l'économie dans le contexte africain, dans une intention qualifiée de civilisationnelle, vous allez, alors dans la ligne des travaux d'Amartya Sen, de Martia Nussbaum, mais aussi de Maurice Obadia, pour citer l'essentiel, vous allez adopter la thèse dans Afrotopia d'une économie relationnelle. Et je cite un passage qui nous a beaucoup plu. Bon, on va devoir s'excuser de la prononciation du Wolof, parce qu'on avait été sensible au fait que les mots étaient bien évidemment nommés dans la langue Wolof, dans la langue de ceux dont on parle, et pas dans la langue venue par la colonisation. Je vous cite, c'est page 155, « Une civilisation n'est pas seulement matérielle et technique, elle est complétée par des valeurs morales et esthétiques qui l'orientent. » Et vous évoquez dans votre livre, aussitôt, là dans le texte cité, quelques-unes de ces valeurs, donc celles de genre, dignité, de vivre ensemble, de teranga, hospitalité, de kersa, pudeur, scrupule, et de ngor, sens de l'honneur. Voilà. Et donc ensuite vous développez quelques exemples, sans trop vous y étendre toujours, d'économie relationnelle dans l'Afrique d'aujourd'hui. Par exemple, les pratiques répandues des tontines, des dons et des contre-dons que vous abordez dans une note, mais dans un développement beaucoup plus ample, l'exemple de la confrérie des Mourides, qui est une confrérie soufie, qui a une place très importante dans la vie sociale et économique du Sénégal. Voilà, donc voilà, peut-être quelques mots sur ce choix de la catégorie d'économie relationnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on pense économie, généralement, la première idée, c'est qu'on pense économie néolibérale, mainstream, on pense économie capitaliste, puisque là aussi, on est submergé par la matérialité du présent. On est pris dans un système économique qui régit nos rapports à l'économique de manière globale, qui s'étend dans le monde entier, et on oublie en fait que l'économie est d'abord un rapport anthropologique, c'est un fait social, c'est d'abord une relation, et que avant que l'économie s'institue en discipline ou en projet hégémonique, des groupes humains dans un territoire, dans une géographie, faisant face à des besoins et à des contraintes de ressources, produisent des rapports à l'économique, donc ce qu'on appelle des économicités. Et ces économicités-là dépendent des contraintes qui sont les leurs et la manière dont ces groupes humains tentent de répondre à ces contraintes. Il n'y a aucun comportement économique qui est naturel. Ça n'existe pas. C'est des productions de l'histoire, c'est des réponses circonstanciées à des contextes donnés. Et donc, du coup, les contextes changent, se modifient, mutent. Mais fondamentalement, lorsqu'on revient à la source anthropologique des relations économiques, on se rend compte qu'en fait, c'est d'abord des relations. C'est d'abord un espace relationnel qui est construit, à l'intérieur duquel circulent des biens matériels. Mais que la charpente, c'est l'espace relationnel. Et le don est très intéressant, le don et le contre-don est très intéressant, parce que le don qui appelle un contre-don dans un temps différé, et dans l'échange, ce ne sont pas que des biens matériels qui sont échangés lorsqu'il y a du don et du contre-don. C'est des biens symboliques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus que la valeur matérielle qui est échangée. Donc la relation se construit. Quelque chose se construit, quelque chose passe, plus que le bien. Et c'est ce quelque chose qui solidifie, sur lequel on fonde tout un système économique,
parce que sans confiance, il n'y a pas de système économique. La banque, par exemple, la finance, elle se fonde sur ce qu'on appelle la fiduciaire en latin, la monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, si vous n'avez plus confiance au système financier et bancaire, vous allez à la banque, vous retirez votre argent. Et il y aura ce qu'on appelle des séances de retrait, voilà, une panique bancaire, tout le monde ira retirer son argent et le système va s'effondrer de lui-même. Le système est fondé sur la confiance que les agents ont de la validité du système. Et l'espace économique est un espace fictionnel, mais c'est une fiction à laquelle nous adhérons. Et donc, du coup, la banque centrale, la monnaie, le dollar, les places boursières, tout ça relève de production fictionnelle que nous avons réifiée, auquel nous avons donné un contenu opératoire et normatif. Et puisque nous adhérons à cette fiction-là et que nous agissons à l'intérieur du récit de cette fiction, cette fiction, elle tient, elle devient réelle, elle devient productive, elle devient opérante. Et c'est ça la grande difficulté, lorsqu'on veut repenser les économies, d'être totalement abasourdi par ce que j'appellerais une surmatérialité, qui fait que nous avons du mal à nous rendre compte que cette forme d'économie que nous vivons, elle est une émergence, elle est le produit d'une histoire singulière que l'on peut dater. On sait à partir de quand elle a commencé, on en connaît les conditions d'émergence, on comprend pourquoi est-ce qu'elle a été dominante, et comme toute forme de production humaine et sociale, à un moment donné, elle atteint ses limites, et puis elle décline, et puis elle disparaîtra en fait, qu'elle le veuille ou pas. Si on pense qu'il faut accélérer sa disparition parce qu'elle cause du dommage à la planète, parce que c'est une économie de l'entropie avec eux, et que ce n'est pas une économie du vivant, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut accélérer sa décomposition et fonder une économie du vivant, fonder une économie qui s'insère, qui s'enchasse, qui respecte les rythmes bionaturels et bioclimatiques, qui n'impose pas une cadence infernale d'extraction aux vivants qui nous abritent. Mais je pense que même si on n'accélère pas sa décomposition, du fait de sa socialité, du fait que c'est une forme sociale, une forme historique, et donc du coup, elle sera prise dans le devenir, voilà, des formes sociales historiques, quoi. Mutation, métamorphose, dégénérescence, disparition, réinvention, etc., etc. Et le continent africain est intéressant puisque c'est le continent qui a actuellement aujourd'hui le plus de ressources, en tout cas les ressources sur lesquelles on se fonde pour faire fonctionner notre système économique global. Les matières premières, les ressources naturelles, les richesses naturelles. Et on a un tiers du soleil, des terres arables, 60% des terres arabes non utilisées, de l'espace, de la jeunesse, de la démographie. Et pourtant, elle a du mal à faire face à ces défis économiques les plus simples, répondre aux besoins fondamentaux des individus de manière adéquate. Et on continue à lui enjoindre d'épouser une forme d'économicité qui n'est pas issue de son histoire propre, qui n'est pas issue de ses rapports à l'économique, dont elle est victime, puisqu'elle est victime d'une grande extraction de ses ressources. Et pourtant, elle invente au quotidien des formes d'économie qui lui permettent de vivre, de survivre, de faire face à ces défis. Et cette économie qualifiée d'informelle, elle nourrit entre 54% à 60% des Africains selon les lieux. Et l'économie formelle et classique sous-performe. C'est-à-dire que celle que l'on veut qu'elle adopte à plein régime, sous-performe, contribue le moins à répondre à ses besoins. Et c'est ça le grand paradoxe. Et celle qui répond à ses besoins, elle est déniée, elle est disqualifiée, elle est nommée de manière négative. On l'appelle informelle, on la réfère négativement à de l'économie formelle, alors qu'elle n'est pas informelle du tout. Elle est relationnelle, elle est populaire, elle est fondée sur une socioculture, et elle est formalisée par d'autres codes qui ne sont pas les codes de l'économie néoclassique libérale. Elle est extrêmement formalisée. C'est-à-dire que si vous ne saisissez pas les codes de l'échange, de la négociation, de la discussion, qu'est-ce qui fait qu'on vous fait confiance, qu'est-ce qui fait qu'on mettra du capital à votre disposition, sans coût, sans risque, c'est tout un réseau de signification et c'est tout un capital social et symbolique qu'il faut avoir pour pouvoir naviguer dans cette économie-là. Donc, elle est extrêmement formalisée, mais elle est formalisée par d'autres codes, par la parole donnée, par la relation construite dans le long terme, etc., par la confiance qui a été fondée sur une réciprocité assumée, y compris lorsque c'est dans un temps différé. Et il me semble que là, dans cette économie relationnelle-là, il y a des pistes pour réinventer l'économique. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Et la question, c'est comment fonder des économies qui répondent aux besoins des individus sans affecter négativement la sphère des relations sociales, sans affecter négativement la sphère du vivant,
et une économie, donc pour reprendre des termes de Isabelle Delanoë, une économie symbiotique. Tu vois. Une économie qui est en symbiose avec les différents ordres, qui ne violente pas les différents ordres. Là, on a une économie extractive qui violente le vivant, qui violente les relations sociales. Lorsqu'on veut accroître les revenus des actionnaires et qu'on délocalise alors qu'on gagne des profits, on perd des emplois, on les met dans les coûts, on ne comptabilise pas les coûts sociaux, on ne comptabilise pas l'impact dans les vies humaines, du chômage, de la destruction, en psychologie. On considère qu'on a fait un ajustement financier et comptable. D'ailleurs, c'est une économie de la malcroissance, parce que lorsqu'elle croît, elle ne croît pas en fait. Elle ne comptabilise pas adéquatement ses coûts. Et si elle comptabilisait tous ses coûts, l'empreinte carbone, la destruction de la biodiversité, l'impact social de ces mesures, on verrait que finalement, elle ne croît pas. Ce n'est pas que cette croissance, ce n'est pas que c'est une malcroissance. Alors, si on veut sortir de ce type d'économie et qu'on veut être en mesure de répondre aux besoins des humains, tout simplement, tout en préservant notre biotope, tout en préservant la qualité des relations sociales, dans les économies dites relationnelles, qui ne sont pas que africaines, et qui sont profondément fondées dans le premier geste anthropologique de l'échange économique. Je veux dire, les biens ont longtemps circulé dans les réseaux familiaux, dans les réseaux relationnels, et leur circulation était associée à des significations et à du sens. Dans un seul geste, il n'y avait pas que l'échange de biens matériels. Je veux dire, j'aime beaucoup un exemple que Bourdieu, je pense qu'il l'emprunte à Marcel Mauss, où dans un restaurant en Provence, deux individus se rencontrent, ils ont tous pris le plat unique, donc ils ont pris le repas et le pichet de vin, les plats sont identiques, et le pichet de vin est le même, le vin de même qualité, la même quantité, ils sont assis sur une grande table, puis à un moment donné, ils se regardent, l'un verse son pichet de vin dans le verre de l'autre, donc il lui offre son vin, l'autre fait de même, prend son vin à lui, le reverse dans le verre de l'autre, ils ont échangé la même quantité de vin, la même qualité de vin, donc personne n'a gagné quelque chose en plus, personne n'a perdu, mais il y a quelque chose de plus qui a été échangé que l'échange de vin. Là, ils ont échangé une relation, ils ont établi de la fraternité, et quelque chose s'est joué là, plus que l'échange de vin. Donc, il y a quelque chose de plus dans l'échange que la matérialité de ce qui est échangé. En tout cas, sur le continent que j'ai le plus observé, ces économies relationnelles, non seulement c'est une réalité, ce n'est pas une projection de l'esprit, c'est une réalité vécue. Ce que pourraient faire les économistes, c'est en voir les qualités, les forces, voir comment est-ce qu'elles les démultiplient, en voir aussi les limites, les faiblesses, et se poser la question de savoir, est-ce qu'un certain nombre de fonctions, des fonctions d'allocation de ressources, des fonctions de redistribution des ressources que l'économie se donne, est-ce que ces fonctions-là ne pourraient pas être mieux remplies par ces formes d'économie? Est-ce qu'on pourrait les systématiser? Est-ce qu'on peut leur faire changer d'échelle? Est-ce qu'on peut mieux les organiser? Etc., etc., etc. Et avec toujours l'idée de l'enchasser dans du social et de l'enchasser dans le vivant, puisqu'en fait, ce n'est pas un geste qui est séparé du reste. Et l'un des problèmes, c'est d'avoir voulu autonomiser le geste économique, en faire une bulle, et ne pas se poser la question de savoir quels sont ses impacts sur le reste des autres sphères. Et c'est pour ça que pour moi, l'un des projets, en tout cas, l'une des tâches qui devrait occuper aujourd'hui les économistes, les constats sont là, quoi. Depuis les années 70, les constats sont là sur les limites de la croissance, sur le fait que ce modèle n'est pas viable, il n'est pas durable et qu'il faudra en changer. Il y a toute une réflexion sur la transition écologique, etc., etc. Mais on a du mal à changer fondamentalement de modèle, mais surtout on a du mal à considérer que nous pouvons faire autrement et différemment. Et je pense que c'est ça qu'il faut indiquer et montrer que nous pouvons faire différemment. Et nous pouvons faire différemment en répondant aux besoins. Il ne s'agit pas de retourner à l'âge de pierre, ce n'est pas ça la question, mais on peut articuler des relations économiques différentes. Et je terminerai juste sur ce point en rappelant qu'en fait, l'économie comme science et discipline s'est instituée au XVIIIe siècle comme science et discipline. Et elle s'est instituée par trois individus. Je vais vite, quoi. Un Écossais, Smith, un Anglais, Ricardo, un Français, Jean-Baptiste Say, donc peut-être qu'il faut ajouter Marx, qui ont observé les relations économiques dans leur territoire, dans leur espace géographique, qui en ont extrait des relations de comportement entre des variables, qui ont produit une théorie qui s'est affinée dans le temps. Et c'est toujours le même problème, avec l'idée que cette théorie devait être universelle. Là, vous étudiez le sol normand,
la Gironde et peut-être le Pays Basque, et vous en concluez que les sols de la terre entière ont les caractéristiques de ces 3 sols que vous avez étudiés. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Et donc, du coup, là aussi, on revient à la question de l'épistémologie. C'est-à-dire que les savoirs économiques sont pluriels et sont le fait des sociétés humaines. Et c'est la même question, c'est-à-dire que comment on se fonde sur une pluralité de savoirs économiques, sur une pluralité de rapports à l'économique, et surtout, comment même on sort de la tentation de répondre au système hégémonique par un système hégémonique. Parce que ceux qui pensent l'alternative, et pourquoi cette alternative, elle a du mal à prendre de l'espace, c'est parce que souvent, ils la pensent en alternative. On a un système néoclassique libéral qui est hégémonique, un système à très basse fréquence, et ils se disent, mais comment on va lui opposer un système contraire? Il y a toujours l'idée de système. Il y a toujours l'idée d'un grand modèle économique qui serait valable pour tout le monde. Alors que peut-être qu'à une culture de basse fréquence, homogénéisante, généralisante, qui veut appliquer les mêmes procédés dans tous les lieux, qui fait fi de l'histoire, qui fait fi de la géographie, qui fait fi des contextes, peut-être qu'il faut opposer des cultures de haute fréquence, c'est-à-dire des singularités, des manières de faire qui sont valables dans des contextes qui ont démontré leur efficacité. On peut s'interroger s'ils sont transposables ou pas, mais ne pas considérer qu'en fait la réponse à apporter, c'est une réponse globale. Je veux dire, vous allez en Colombie ou bien au Honduras. Au nord de la Colombie, il y a des communautés afro-marronnes qui vivent dans de la mangrove, qui depuis des siècles ont établi un système économique qui est cohérent, qui répond à leurs besoins, qui respecte leur environnement. Et puis un jour, une entreprise va arriver extractiviste, va vouloir prendre les terres, mettre en place ses procédés, étendre son système, extraire plus de richesses, et refuse la pluralité des mondes, refuse que là-bas, les gens puissent répondre à leurs besoins économiques dans une forme qui n'est pas la leur, et puissent installer une forme d'économicité qui n'est pas la leur. Et la question, c'est comment envisager que cette pluralité des économicités-là puisse coexister, et ça n'empêche pas l'échange, ça n'empêche pas la circulation des biens, etc., etc. Et je pense que là aussi, il y a un effort théorique à faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la théorie du réel, comment est-ce qu'à partir du réel, on essaie de produire de l'intelligibilité, et que là aussi, on sorte de la vision dominante, et surtout que l'on regarde le réel. C'est-à-dire, quand vous êtes enseignant en économie au Sénégal ou en Asie ou en Amérique latine, vous enseignez à la fac de la théorie néoclassique, et vous sortez et vous allez au marché, et dans vos interactions économiques, vous vivez une économie qui est différente de celle que vous enseignez. C'est-à-dire que vous vivez des types de relations économiques qui sont autrement plus riches que ce que vous enseignez, et vous êtes dans une sorte de schizophrénie. Et vous retournez en salle de classe pour enseigner des choses qui sont, dont vous ne faites pas l'expérience. Ou bien vous faites l'expérience différemment. Bien sûr, vous allez à la banque, vous avez un salaire, vous utilisez votre carte bancaire, mais le marchandage, la fixation des prix, comment les biens sont échangés, etc., relève d'une complexion qui est absolument beaucoup plus riche que ce que vous faites en salle de classe. Et à un moment donné, vous êtes obligé de vous poser la question de savoir que fait-on de cette économie-là qui nourrit la majorité des gens du pays dans lequel je suis, quoi. Est-ce qu'on va continuer à leur dire vous n'avez rien compris, les gars, il faut vous normaliser, ou est-ce qu'on va essayer de voir que là, il y a une production intéressante et qu'est-ce qu'on fait de cette production-là sans la romantiser? Elle a aussi des limites, mais elle a des ressources absolument fondamentales. Et c'est ça aussi, le travail de décolonisation épistémologique, c'est d'être en mesure de se fonder sur des savoirs que les sociétés produisent, quoi, et de leur accorder du crédit et de les envisager sérieusement et de considérer que les individus incorporent des savoirs, les individus sont les experts de leur propre vie, et que nous n'avons pas toujours à leur apprendre comment faire les choses, quoi. Et que des fois, aussi, il faut un peu d'humilité dans la position de surplomb des sachants, c'est-à-dire que ceux qui savent, etc., ceux qui peuvent articuler des formes théoriques, etc., souvent, ils en savent moins, en tout cas, dans certains cas, que ceux qui savent vraiment par la pratique, ceux qui incorporent des savoirs expérientiels, les groupes humains, avant de standardiser une pratique, la testent, l'essayent sur une longue durée, essais-erreurs, rejettent ce qui ne fonctionne pas et finalement sélectionnent quelques pratiques. Et ces pratiques qui ont cours, elles sont le fruit d'une longue sélection, en fait. Elles sont le fruit d'une intelligence sociale et collective qui a vu que dans certaines situations, telle pratique était beaucoup plus opérante que telle autre. Les sociétés en ont payé le coût de l'apprentissage avant de les stabiliser. Et ces pratiques-là sont là, je dirais, elles nous disent des choses fondamentales sur la manière dont ces savoirs-là ont été produits. Et pour moi, le champ de l'économie,
même si je conteste son hégémonie, est un champ qui est important. Et pour moi, c'est un ordre du savoir-faire, c'est pas un ordre des finalités. C'est un ordre qui doit explorer comment produire des richesses, allouer des ressources de manière optimale, pour que les humains puissent consacrer leur vie à autre chose que la survie biologique et qu'ils puissent se la consacrer à des finalités autres. Mais c'est un ordre qui est devenu totalement structurant et dominant dans notre époque et qui pose l'un des problèmes les plus importants, qui pose la question de notre capacité de survie et comment rendre durable notre vie. Et les chantiers qui doivent être menés dans cet ordre-là, pour moi, ils sont absolument prioritaires. Et là aussi, nous avons des ressources qui sont plurielles, dans plusieurs cultures et des formes d'économie qui sont là et qui opèrent. Juste pour prolonger votre propos, et parce qu'il interroge bien évidemment le type de rapport qu'on a à ce qui est nommé tradition et ce qui est par convention si facilement opposé à modernité. Juste cette petite lecture d'un passage de votre livre, c'est page 43. Un rapport décomplexé et repensé à la tradition, libre, exempt de haine de soi et de fétichisme, est nécessaire pour un tel projet. À ces traditions, l'Afrique doit une grande partie sa résilience sociale. Les Africains ont cultivé au cours du temps des valeurs d'endurance, de courage et de patience pour faire face aux divers chocs de leur histoire récente. Ils ont également cultivé des valeurs de vivre ensemble ou des procédés originaux, le cousinage à plaisanterie, la notion élargie de la filiation et de la famille, la mobilité interethnique, la capacité d'intégration de la différence, le tissage et le retissage incessant du lien social. Toute tradition recèle un capital symbolique et mental à mobiliser et à remettre en action si on souhaite actualiser pleinement toutes ses potentialités. Voilà, c'est... En fait, la tradition, et donc là aussi, on est toujours pris par les questions terminologiques et les connotations des termes. Et effectivement, dans un monde qui se veut hyper moderne, post-moderne, et qui a fondé sa modernité contre ces traditions, contre les ordres de la tradition, je veux dire, et a voulu que la raison soit la maîtresse et qu'elle se substitue aux divinités, elle se substitue aux sagesses des anciens, elle se substitue aux églises et aux ordres spirituels, et qu'elle soit le fondement de l'organisation sociétale. On oublie que la tradition, c'est un répertoire, en fait, que c'est une matrice, que c'est un répertoire de savoir expérientiel, de sagesse que la société a, et qu'une société, pour durer, elle transmet une matrice culturelle d'une génération à une autre. On ne refait pas le monde à chaque génération. Je veux dire, des groupes d'humains dans une géographie, dans une histoire, apprennent leur expérience de vie et sélectionnent un certain nombre de choses que ce groupe estime nécessaires à transmettre à ceux qui arrivent pour que la vie dure. Et ceux qui arrivent enrichissent ce capital, cette matrice culturelle, font face à de nouveaux défis et transmettent à leur tour. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas d'arché, s'il n'y a pas d'anciens. Quand on prend l'Afrique est le berceau de l'humanité, il n'y a aucune gloire à en tirer. C'est un fait, on va dire, c'est un fait contingent, mais la conséquence, c'est que les formations sociales historiques africaines sont les plus anciennes. La vie a duré le plus longtemps en Afrique dans le long terme. Même après l'exode de Homo sapiens à travers le détroit de Gibraltar pour aller essaimer dans le monde, les formations sociales historiques africaines ont continué à exister, à durer, à faire face à l'existence, à engranger de l'expérience de vie. Et on veut nous faire croire que ces sociétés qui ont une longue historicité n'ont rien à transmettre, n'ont rien à apprendre, n'ont rien appris de l'existence de valable, et elles sont sommées toujours de démontrer qu'elles peuvent faire face à leurs défis, qu'elles savent ce qui est bien pour... Et même dans le bien qu'on leur veut, on leur dénie la capacité de choisir parmi le bien qu'on leur veut, celui qui leur conviendrait, le bien qui leur conviendrait. Mais bien sûr qu'elles ont une riche expérience de ce que vivre signifie, de ce que vivre ensemble signifie, de ce que faire face à des défis signifie, de ce que supporter les chocs signifie. Et comme toutes les formations historiques, elles ont eu des gloires
elles ont eu des acmés, elles ont eu des abîmes et des abysses. Rien de neuf sous le soleil, quoi, de la vie humaine, de l'expérience humaine. Mais si elles sont là aujourd'hui et qu'elles durent, c'est qu'elles ont transmis du vivable. Elles ont transmis du viable. Elles ont transmis des capacités de faire face aux questions que pose la vie. Et la matrice culturelle, elle est là. Elle est là. Et nous sommes héritiers de cette matrice culturelle-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le déni, et là aussi je reviens à la violence épistémologique, a tellement été fort et puissant qu'on a convaincu des générations d'Africains que rien de valable ne s'est produit sous leurs cieux. Et que si vous voulez se réaliser pleinement en tant qu'humain, il devait être dans un régime de totale extériorité. Il fallait accueillir tout ce qui a été vu, produit ailleurs, pensé ailleurs, fait ailleurs, et se détacher de sa tradition, parce qu'elle était vieillotte, parce qu'elle était, voilà, parce qu'elle ne servait absolument à rien. Et mais c'est absolument incroyable de voir comment un tel régime de détournement de soi a pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'on ne se fonde plus d'abord sur ce que l'on est, sur ce que l'on sait, sur ce qui nous a fait grandir, sur ce qui fait que nous sommes là. Si nous sommes là, c'est que on a été l'objet de soins, on a été l'objet d'une épistémologie, on a été l'objet d'une vision du monde qui nous a un peu permis de grandir, de nous constituer et d'en être là où nous sommes, quoi. Je veux dire, avant de la critique et de la jeter aux orties, juste se rappeler que moi, Felwine, je suis le produit de ma famille, des soins familiaux, de la sagesse de ma mère, de son expérience, de lieux, etc., quoi, et qui m'ont transmis des bibliothèques, des épistémés, des rapports au monde, des manières de faire face, qui m'ont constitué, bien sûr. J'en ai aggloméré d'autres. J'ai voyagé, j'ai circulé, j'ai vu le vaste monde, mais que ce visage de l'expérience humaine, qui est d'abord le mien, je ne peux pas le minorer sous prétexte qu'il est l'objet de catégories déficientes, handicapantes. Et c'est ça le travail de réconciliation que nous devons faire avec nous-mêmes. Et quand on le dit, on nous assigne à de l'essentialisme. On nous assigne à je sais pas quoi, à des catégories de non-ouverture. Alors que non, je dirais, pour qu'il y ait de l'interlocution, pour que l'on discute, il faut que vous reconnaissiez ma voix. Je veux dire, sinon, c'est un monologue dialogué, quoi. Ce n'est pas un dialogue. Et justement, quoi, pour s'ouvrir à de la relation, il faut bien partir de quelque part, je dirais. Et ce visage de l'expérience humaine que portent les sociétés africaines doit être un point de départ dans les modalités de leur déploiement dans le monde, dans les modalités de leur présence au monde. On ne peut pas nier ce visage de l'expérience humaine et vouloir être présent au monde. Je veux dire, donc, bien évidemment, je suis pour l'ouverture, je suis pour l'hybridité, je suis pour l'échange. Mais l'arc-en-ciel, il est arc-en-ciel parce qu'il compose plusieurs types de couleurs. Et c'est ça la question, c'est que il y a une violence extrêmement symbolique sur les formes de production qui sont issues du continent. Les productions épistémiques, les productions de savoir, les productions de manière d'être. Et le continent est toujours renvoyé à cet art, à ces supposés. Ou bien il est toujours comme sommet de prouver, l'injonction de la preuve. Ah, mais où sont les exemples? Vous savez faire? Montrez-nous. Et pourtant, on voit qu'il y a des guerres, qu'il y a Ebola, que les démocraties ne fonctionnent pas, etc. Allez, donc prouvez-nous que vous savez faire face au réel, que vous avez produit des choses valables. Et l'un des écueils de cette attitude, et que nous devons nous-mêmes éviter, c'est des fois de nous transformer en des individus qui sont toujours soumis à l'injonction de la preuve. Démontrer que nous savons faire, démontrer que nous avons assez de scientifiques, démontrer que nous aussi, etc., dans un régime qui est fixé par l'extérieur. Et j'ai été le premier Africain, le premier Noir à avoir fait ci. Ce sont des choses que je ne coupe guère, quoi, puisqu'en fait, comme ça nous renvoie à une forme d'exceptionnalité, quoi. Nous sommes des humains et rien de ce qui est humain ne nous est étranger, donc il n'y a pas à être le premier Africain à avoir fait, comme si c'était extraordinaire. Rien n'est extraordinaire, quoi, je dirais. Voilà, nous sommes des humains au même titre que les autres. Donc, nous sommes porteurs autant d'ombre que de lumière. Donc du coup, et même lorsque vous revendiquez l'Afrique, on vous dit oui, mais non, mais les Afriques sont plurielles, elles sont diverses. Bien évidemment, nous le savons. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une forme d'identité symbolique qui s'appelle Afrique et qu'on puisse rêver à un projet d'unité dans la multiplicité. Lorsque des gens disent les valeurs de l'Europe, nous ne les défendons pas assez, personne ne conteste l'Europe. Lorsqu'on dit les valeurs asiatiques, personne ne conteste l'Asie. On sait que le Japon
Et la Corée, c'est pas la même chose. Mais personne ne conteste. Il y a toujours une condition de fragilité et d'incertitude. C'est-à-dire que les fondements sur lesquels d'autres lieux civilisationnels se posent naturellement, se disent, ne sont pas interrogés. Et lorsque cette production vient d'Afrique, ben, il faut toujours prouver que, parce qu'il y a un soupçon de quelque chose, il y a un soupçon de déficit fondamental. Et ce régime sémantique, ben, il continue. Il continue dans toute la terminologie handicapante qui est accolée au continent, sous-développement, tout ce que vous voulez, et dans tout un tas de discours, voilà, qu'on entend ça et là, qui perpétue ce régime sémantique-là. Et un jeune Africain qui a envie de se construire ben, trouve dans l'espace du discours et de la représentation plus de propos qui le nient, plus de propos qui l'handicapent, plus de propos qui le minorent que d'autres types de propos. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il est important, sans tomber dans de la compensation psychologique, ben juste de rééquilibrer le discours, quoi, de dire oui, effectivement, ces défis sont là, mais nous ne sommes pas les seuls à faire face à des défis, mais on ne peut pas être résumé à nos défis, on ne peut pas être résumé à la part déficiente de notre économicisme, on ne peut pas être résumé à une histoire politique qui est en gestation, qui naît avec des épisodes de violence, mais qui est en mouvement. On est aussi autre chose, on est aussi plus que ça, on est aussi ressources, on est aussi force, on est aussi relationnalité, on est aussi capacité de vie, de convivialité, on est aussi génie, etc., etc., etc. Et nous sommes tissés de la complexité, de la multiplicité des fils qui tissent les humanités. Et c'est de nous réintégrer dans l'humanité que de ne pas nous éclairer que d'un seul pan, en fait, de nous réintégrer dans la commune humanité. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que l'histoire a des effets dans le temps, donc ce qu'on appelle une hystérèse. Ce n'est pas parce qu'une histoire est passée que ces effets ne continuent pas à produire. Et toute la réflexion sur l'histoire, ce n'est pas aussi de la revenir dans le passé et le ressasser, c'est en déceler les questions qu'il faut surmonter. Et pourquoi c'est nécessaire de les surmonter, et pourquoi c'est nécessaire de reconstruire des infrastructures psychiques, une estime de soi, une confiance en soi qui fait que ce n'est même qu'à partir de là que l'on est en mesure de faire face à ses propres ombres. C'est-à-dire que si on reconstruit l'estime de soi et qu'on n'est pas dans des catégories où on est fragile, on n'ose même pas regarder ses ombres, puisqu'on est tellement fragile, c'est là qu'on peut se regarder en face et voir ce qu'il convient de congédier en soi et ce qu'il convient de cultiver en soi. Mais c'est absolument fondamental de ne pas jeter nos traditions aux orties et de les passer au tamis. De regarder. La tradition, elle transmet du feu, elle transmet mais pas de la cendre. De regarder dans ce répertoire et dans la matrice, qu'est-ce qui est encore vivant, qu'est-ce qui est vivifiant, qu'est-ce qui peut être réinvesti et qu'est-ce qui possède un capital symbolique qui peut être réinvesti dans nos questions contemporaines. Et faire ce travail-là, et faire ce travail de tri et de tamis, et de se fonder sur quelque chose et de transmettre la matrice culturelle en l'enrichissant, en l'élaguant s'il le faut, mais en se fondant sur quelque chose, quoi. C'est-à-dire en ne recommençant pas la vie à chaque génération. Donc, Yann, notre question sur la question de redessiner les contours du politique à partir d'Afrotopia. Voilà, à la fin du livre, vous le dites dès le début, redessiner les contours du politique, et à la fin du livre aussi, l'Afrique doit repenser sa politique. Il y a à la page 155, mais je ne vais pas prendre le temps de la lire, une longue proposition qui le décline un petit peu. Juste ma question, c'était sur ce redessiner les contours du politique tel que vous le proposez aussi. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ça vaut au-delà du continent africain? Ça vaut par exemple pour nous, autrement dit que ces propositions de redessiner le contour du politique ont une portée qui n'est pas seulement géographique ou, comme on dit, là aussi sémantiquement, il faudrait réfléchir, pas non plus une portée géopolitique, mais une portée conjoncturelle, historique d'une certaine façon. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que ce qui se joue actuellement en Afrique est manifestement au cœur des débats et des efforts de très grande portée qui visent aujourd'hui à renouveler les catégories touchant à la politique,
mais voilà, pour notre époque, et pas seulement pour un continent ou l'autre, mais en termes d'époque. C'est-à-dire que nous sommes à l'époque d'un renouvellement nécessaire et quelque chose se joue particulièrement, de façon particulièrement ouverte actuellement en Afrique. Et vous parlez à la page 45 d'un désir de démocratie. Vous rétablissez des choses tout à fait importantes à ce sujet-là. Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce désir de démocratie, finalement, il a une portée aujourd'hui conjoncturelle pour les temps qui sont les nôtres? Et puis, tout à fait à la fin, si le temps le permet, est-ce que vous pouvez nous parler de la convergence que vous avez dû mesurer entre votre travail de renouvellement de catégories, d'analyse, etc., et les multiples initiatives et débats qui se développent aujourd'hui en Afrique, parce que ce que vous dites dans le livre, en fait, ça correspond à des choses qui ne sont pas seulement des catégories, mais des choix de vie pour toutes les générations. Et moi, je connais en particulier pour des jeunes, de véritables choix de vie. Bon, je connais en particulier la situation au Sénégal, effectivement. Voilà. Et donc, il y a une convergence entre votre propos et ces choix de vie. Voilà. Est-ce que vous pouvez en parler aussi? Si on prend la démocratie, et là, je trouve que je suis à un poste d'observation intéressant et je peux faire mon ethnologue et mon anthropologue en regardant la société américaine. Actuellement, surtout. Oui, actuellement. Et la question de faire société, de comment on fait société, de comment est-ce qu'une nation, prenons la catégorie de la nation, même si je pense qu'il faut la dépasser, même si je pense que c'est une prison dans laquelle nous avons enfermé nos identités et notre désir de vivre ensemble, qu'on devrait travailler à une communauté humaine d'abord, et plus largement à une communauté du vivant, faire communauté avec le vivant. Mais pour l'instant, on est dans le cadre de la nation et on s'identifie à la nation. Donc, prenons ce cadre-là. Donc, la question de comment une nation configure son destin, décide pour elle-même de c'est quoi son destin, comment elle définit les priorités et l'essence, comment elle fait société, c'est la question qui est au cœur de la démocratie. Et on ne peut pas observer la démocratie américaine, européenne, partout dans le monde et ne pas nous rendre compte qu'elle est en crise profonde. Il y a une crise de sens, il y a une crise de fonctionnalité. Et puis la question de, je dirais, l'idéal démocratique, c'est l'idéal de la participation du grand nombre aux décisions qui les concernent. Et nous l'avons traduit dans une certaine histoire par la démocratie représentative. Et nous savons que cette démocratie représentative elle est en crise, parce que ceux qui sont censés représenter ne représentent pas. Ils représentent leurs intérêts, les intérêts d'une classe, d'une oligarchie, et que cette forme-là ne fonctionne pas. D'où toute la réflexion sur une démocratie qui serait beaucoup plus participative, etc., etc. Mais fondamentalement, la crise de sens que je vois, c'est que la voix de la majorité, c'est totalement différent de se fonder sur l'intelligence collective. Nous avons considéré qu'une des traductions de ce que le peuple veut, c'est ce que la majorité voudrait, si tant est qu'on mette une technologie électorale qui permette de désigner ce que veut la majorité. Mais quand on voit un personnage comme Donald Trump, raciste, xénophobe, suprémaciste, égocentrique, être aux commandes de la première puissance économique et militaire du monde, on est bien obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. Mettre autant de puissance, de capacité de nuisance entre les mains d'un tel individu, il y a un critère qualitatif qui manque dans la programmation démocratique. La quantité ne suffit plus, en fait. La majorité peut être emportée par des passions obscures, on le sait, et les choses ne vont pas aussi bien dans ce monde pour que la majorité soit toujours éclairée. Ça, on le sait, quoi. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Et comment se fonde-t-on sur ce qu'il y a de mieux en nous? C'est ça la question. Comment se fonde-t-on sur l'intelligence de la collectivité? Pas sur les passions de la collectivité, pas sur la folie de la collectivité. Donc, ça veut dire qu'il manque des critères qualitatifs dans le processus démocratique qui me permettent de faire ce travail-là, de dire nous sommes une communauté, comment est-ce que nous nous guidons à travers ce qui est intelligent chez nous, ce qui est qualitatif chez nous, et comment on fixe ces critères. Je pense que le renouvellement des formes institutionnelles ou des
processus délibératif, l'Afrique a expérimenté comme la palabre, comme des formes de délibération qui sont extrêmement complexes, sont des pistes pour se dire, OK, le vote, d'accord, mais peut-être pas que le vote. Comment on repense des espaces de délibération qui font participer le plus grand nombre? Comment on se fonde sur l'intelligence collective? C'est totalement différent. Comment on crée des contre-pouvoirs à l'intérieur de l'espace sociétal? C'est ça la question, pour que l'un ne s'accapare pas de... Voilà. Et comment on recrée des contrats sociaux qui partagent la prospérité? Donc la question du partage de la prospérité à l'intérieur des espaces sociétaux. Ben, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas le parlementarisme anglais, c'est pas le suffrage universel, le direct ou indirect, c'est pas tout ça. Ça, ce sont des formes institutionnelles qu'elle a prises à un moment de son histoire, mais cet idéal-là est partagé par la plus grande majorité des humains qui ont envie d'être en mesure de configurer leur destin. J'ai envie de pouvoir prendre part aux décisions qui me concernent, les écoles où vont mes enfants, la manière dont la rue est éclairée, la manière dont les ordures sont collectées, des questions pratiques où les individus aimeraient pouvoir justement être impliqués dans des choix qui les concernent. Et j'ai envie de pouvoir partager avec une communauté plus large un certain nombre de principes qui font que nous vivons ensemble et que nous nous donnons pour vivre ensemble. Et là aussi, il faut aller au-delà de la paresse intellectuelle qui consiste à répliquer les formes institutionnelles qui sont là et les repenser de fond en comble et les repenser dans des histoires, dans des géographies, dans des contextes. Et là aussi, ne pas totalement enlever les formes de délibération que les sociétés ont produites, les lieux où les choses s'instituent. Parce que l'institution, c'est pas l'institution physique. Des fois, les lieux s'instituent comme dans la parole. Où est le pouvoir? Où est l'autorité? Qui écoute-t-on sans nécessité de coercition? Qu'est-ce qui fait autorité dans cet espace? Comment on peut faire d'un tas un tout? Et donc, réinventer les formes du politique. On ne peut pas, je veux dire, avoir une forme du politique qui est valable tout au long de notre histoire humaine. Je veux dire, à des moments donnés, à des moments clés de l'histoire humaine. Quand il y a crise, quand ça ne fonctionne plus, quand ça monte ses limites, c'est le moment de la repenser et de se poser la question de savoir les idéaux qui sont les nôtres en termes de communauté, en termes de vivre ensemble, comment nous les traduisons dans des institutions, dans des formes de vivre ensemble qui ne les trahissent pas. Et ça, c'est un travail qui est continu. Je veux dire, l'œuvre de liberté, l'œuvre de clarté, elle est toujours à refaire. Elle n'est pas faite une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas une fois qu'on a inventé le suffrage universel direct ou indirect et que c'est fini. Là, le suffrage universel indirect dans ce pays montre des aberrations où un individu qui a 5 millions de voix de plus que l'autre doit se battre pour avoir des grands électeurs parce qu'à l'époque, on ne faisait pas confiance au peuple. On considérait que les grands propriétaires terriens devaient décider, que c'est eux qui avaient la capacité. On fige dans le marbre un certain nombre de décisions qui étaient celles d'une époque. Et du coup, on se trouve dans une forme d'aberration, où même pour les élections précédentes, ce monsieur avait perdu 3 millions de voix, le vote populaire, il est quand même là, Et voilà, donc je pense que la première démocratie du monde, elle montre à souhait les limites de ce processus-là et comment ce système ne filtre pas, ne fait pas en sorte qu'un individu comme cela ne vient pas aux commandes. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Je veux dire, les gens ont le choix, les gens n'ont pas le choix, en fait. Les gens ont le choix entre des options qui sont limitées au départ. Déjà, d'une part, le peuple, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas vous et moi, c'est le peuple politique. Le peuple politique est produit par les règles du jeu. Je veux dire, les gens qui votent, je veux dire, le fichier électoral, c'est pas le peuple, c'est le peuple qui est produit par les règles du jeu. Donc, c'est ce peuple-là qui décide. Donc, au fond, c'est une minorité qui décide, qui met au pouvoir une minorité pour une majorité, alors qu'on prétend que c'est une majorité qui décide. Mais lorsqu'on fait un calcul statistique, on se rend compte que les gens qui choisissent, c'est la minorité, dans une grande majorité. Donc, je pense que là aussi, on a un grand chantier. Et je ne veux pas faire de l'Afrique l'ultima linea, mais je pense qu'en Asie, en Inde, ailleurs, en tout cas, il y a des répertoires de formes du politique qui peuvent nous aider à repenser quelles peuvent être des formes adéquates qui répondent à nos besoins du politique moment et qui font que les sociétés s'autogouvernent, que les sociétés humaines configurent leur destin et décident de leur vie et que idéalement, qui est aussi un idéal, qu'elle se fonde sur ce qu'il y a de mieux en elle pour s'autogouverner. C'est aussi ça la question. Nous sommes nous sommes une espèce qui est habitée par des idéaux et qui a un projet, et que le projet soit comment est-ce qu'on se fonde sur le meilleur de nos ressources
pour nous autogouverner, pour configurer nos destins collectifs. Et là aussi, quoi, je veux dire, il y a des chantiers épistémologiques importants. Bien. J'ai un petit peu le mauvais rôle qui consiste à dire que c'est maintenant que sonne l'heure de la frustration de devoir mettre fin provisoire à cette conversation, Felwine Sarr, dont nous vous sommes extrêmement reconnaissants et en formant tous les vœux pour qu'elle puisse trouver des façons de se prolonger et des façons moins virtuelles. Mais la virtualité, je pense, n'aura pas porté atteinte au grand intérêt de vos propositions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie aussi pour la qualité de la conversation. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci.